Merci beaucoup pour l'introduction. J'ai la difficile tâche d'être entre vous et les pizzas, mais ça ne sera pas très long. Comme l'a dit le professeur Fortin plus tôt, aujourd'hui, je vais vous parler d'un analogue biosourcé au polyéthylène terephthalate. Donc, il s'agit du polyéthylène furanoate qui peut être produit à partir de sous-produits de l'industrie laitière. En guise d'introduction, je voudrais vous présenter quelques chiffres et un peu de contexte. Donc, vous le savez, malheureusement, on consomme énormément de matières plastiques et notre consommation annuelle en 2021 s'élevait jusqu'à 390 millions de tonnes. Et 31% de la production globale sont dédiés aux emballages en plastique. Et un polymère qui est énormément utilisé dans ces emballages-là, c'est le polyéthylène terephthalate, donc le PET. Vous le connaissez notamment pour les bouteilles en plastique, mais il est également utilisé pour les films et les fibres, en plus des emballages. En 2022, sa production a été estimée à 25 millions de tonnes. Et le polyéthylène terephthalate, il est produit à partir de deux monomères. Donc, nous avons l'éthylène glycol, qui est biosourcé, et l'acide terephtalique, qui, lui, est pétrosourcé. Donc, si nous voulons réduire l'empreinte environnementale du PET en trouvant un analogue biosourcé, en fait, il suffit de trouver un analogue biosourcé à l'acide terephtalique. Donc, cet analogue, il existe déjà. Il s'agit de l'acide furane dicarboxylique, que je vais appeler FDCA pendant la suite de ma présentation par facilité, qui est donc biosourcé. Et comme vous pouvez le constater, structurellement, ils sont relativement similaires. Nous avons juste un furane ici dans la structure aromatique, tandis que pour l'acide terephtalique, c'est un phényl. Et le FDCA est majoritairement produit à partir de fructose, bien que d'autres sucres peuvent être utilisés. Et dans un premier temps, il est converti en HMF, de l'hydroxyméthylfurfural, et le HMF est ensuite oxydé en FDCA. Et le FDCA peut ensuite réagir et polymériser en présence d'éthylène glycol pour former notre fameux analogue biosourcé au PET, le polyéthylène furanoate, que l'on va appeler PEF. Donc, comme je l'ai dit, en général, on va plutôt utiliser le fructose, mais c'était quand même un sucre qui est assez cher. Donc, dans notre groupe, on a plutôt cherché à remplacer le fructose par le lactose. Et dans notre projet, nous collaborons avec AgroPure, qui est une coopérative laitière québécoise qui traite jusqu'à 6 milliards de litres de lait par an. Et dans la fabrication du fromage, en fait, le lait va subir un processus d'ultrafiltration. Et un des résultats de ce processus-là, c'est le perméate de lactosérum qui contient entre 80 et 90% de lactose qui est revendu comme un produit de faible valeur. Donc, il est intéressant de valoriser le lactose en le convertissant en FDCA pour ensuite produire du PEF. Deux autres partenaires industriels sont impliqués dans le projet. Nous avons également IPL qui propose des solutions d'emballage en matière plastique et enfin Chemicals qui se sont spécialisés dans la production de molécules plateformes à partir de la biomasse. Donc le PEF est biosourcé, mais ce n'est pas le seul avantage qu'il a par rapport au PET. Par exemple, sa température de fusion est inférieure à celle du PET, ce qui fait qu'il peut être mis en forme à une température plus basse. Sa température de transition vitreuse et son module de traction sont supérieurs à ceux du PET. Et surtout, ce qui est particulièrement intéressant concernant le PEF dans le cadre d'emballage alimentaire, c'est que ses propriétés barrières à l'oxygène, au CO2 et à la vapeur d'eau sont supérieures, donc entre 2 fois et 19 fois supérieures aux valeurs associées au PET. Également, tout comme le PET, le PEF est recyclable et il a été démontré que les mêmes installations qui ont été développées pour le PET pourraient être utilisées pour recycler le PEF. Donc, grâce à ces propriétés mécaniques et barrières supérieures, en fait, on pourrait concevoir des emballages de PEF qui sont plus fins par rapport aux emballages de PET, ce qui mènerait à une réduction entre 40 et 50% de la quantité d'énergie non renouvelable, donc les énergies fossiles et nucléaires qui sont nécessaires lors de la production. Et cela mènerait également à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 50%. Donc maintenant, je vais un peu plus rentrer dans la chimie, mais ce ne sera pas très long. Dans un premier temps, je souhaiterais vous présenter la synthèse en fait, du FDCA à partir du lactose. Cette slide est basée sur les travaux d'une étudiante qui a terminé son doctorat récemment dans notre groupe, sur Surabhi Pandey. Et dans un premier temps, le lactose subit une hydrolyse en présence d'un acide de Bronsted. Typiquement, ça peut être de l'acide acétique, pour être dissocié
en glucose et en galactose, qui ensuite vont s'isomériser en présence d'un acide de Lewis pour former du fructose et du tagatose. Ces deux molécules sont ensuite déshydratées pour former le fameux HMF. Dans ses travaux, Surabi a développé son propre catalyseur pour oxyder le HMF vers le FDCA. Elle a utilisé un catalyseur de manganèse et de fer afin de rendre le catalyseur magnétique pour en fait pouvoir le récupérer à la fin de sa synthèse et le réutiliser. Et en tant qu'agent oxydant, elle a utilisé un mélange d'hydroperoxyde de terre butyle et d'ozone. Aussi, lors de ses travaux, elle s'est rendue compte que lorsqu'elle utilisait du perméate de lactosérum, son rendement en HMF était plus élevé par rapport au lactose pur. Et l'hypothèse qu'elle a émise pour expliquer cette différence, c'est qu'en fait, dans le perméate, nous avons des protéines résiduelles et ces protéines possèdent des groupements amines qui peuvent former le HMF par une voie alternative au lactose, notamment par un réarrangement d'Amadori, qui pourrait avoir un effet sur le rendement final. Donc, elle est parvenue à avoir un rendement FDCA de 60% sur la dernière étape. Et la suite du projet, aujourd'hui, qui est réalisé par une étudiante au doctorat qui s'appelle Sofia Lucona, c'est d'adapter ces synthèses-là pour un processus en continu. Comme ça, on s'approche davantage des réalités de l'industrie. Et également, cela nous permettrait de nous-mêmes avoir en continu notre petite production de FDCA qui pourrait être utilisée par la suite pour la synthèse du PEF. Et comme je l'ai écrit ici, le but, c'est également d'utiliser des catalyseurs commerciaux. Donc ensuite, une fois que nous avons notre FDCA, il est nécessaire de le polymériser. Puis la voie que nous avons choisie, c'est la polymérisation. Elle est attendue en 2 étapes. La première étape, c'est la transestérification du FDCA, qui forme le diester, qui ensuite, dans la deuxième étape, réagit avec lui-même pour former le PEF. Cette dernière étape, elle se fait sous vide parce qu'en fait, cela va libérer l'éthylène-glycol en continu qui doit être distillé. Les catalyseurs que nous utilisons généralement sont des oxydes d'étain, d'antimoine ou de titane. On va utiliser le même catalyseur pour les 2 étapes. Et nous avons obtenu des rendements qui vont jusqu'à 93%. Nous avons bien entendu vérifié la structure du polymère par spectroscopie RMN et FTIR. Nous avons fait également des analyses de chromatographie en extrusion stérique et nos valeurs de masse molaire ont été jusqu'à 148 000 grammes par mol et nos températures de transition vitreuse ont été jusqu'à 73 degrés. Donc, pour clôturer ma présentation, on m'a demandé de faire une brève revue de la littérature par rapport aux applications du PEF dans l'impression 3D. Ça n'a pas été très difficile parce qu'en fait, je n'ai trouvé que 2 articles qui imprimaient le PEF. Et le premier a été publié en 2017 dans la revue Uncovered Chemie par un groupe russe. Et ils sont parvenus à imprimer des objets 3D de PEF. Cette fois-ci, le PEF était produit à partir de cellulose. Et ils ont constaté qu'il présentait un faible rétrécissement thermique, donc de l'ordre de 2,5%. Ils n'ont pas observé de délamination. Et ils ont également voulu quantifier pas mesurer, mais observer la résistance chimique du PEF par rapport à un solvant organique qu'ils ont qualifié d'agressif, comme le dichlorométhane. Et ils ont comparé ces propriétés avec 3 autres polymères, le PLA, l'ABS et le PETG. Ils ont constaté que parmi les 4 polymères, seul le PEF conservait son intégrité structurale au cours de temps lorsqu'il était immergé dans le DCM et il l'a conservé plus de 24 heures après l'immersion. Aussi, ils ont souhaité recycler les objets qu'ils ont imprimés. Donc, en fait, ils ont juste refondu les objets pour à nouveau les réimprimer. Et on peut voir qu'après la première impression, ils ont fait 3 cycles supplémentaires avec du PEF recyclé. Et visuellement, on ne peut pas constater de différence entre les différents objets. Ils ont utilisé des standards de PLA pour comparer l'impression du PEF et ils ont constaté que la fusion des couches était meilleure ainsi que le lissage des surfaces. Et ils mentionnent également que le PET n'est pas un bon candidat pour l'impression 3D et ils ont essayé de comprendre pourquoi le PEF était un bon candidat alors que structurellement, ils sont plutôt similaires. Donc, ils ont fait des analyses, des calculs DFT sur quelques monomères de PET et de PEF. En fait, on peut voir que l'angle de liaison simple entre le PET n'est pas le même que celui du PEF, ce qui fait que le PET aura tendance à avoir des chaînes alignées de façon parallèle, là où le PEF aura une structure qui est plutôt hélicoïdale. Et cela peut jouer un rôle important dans l'intégrité structurelle des objets imprimés.
mais aussi, ils ont émis l'hypothèse que le mouvement dipolaire créé par l'oxygène pouvait jouer un rôle également. Donc, le dernier article a été publié en 2024 et les chercheurs ont, désolé pour la figure pixelisée, les chercheurs ont synthétisé du PEF ainsi que 2 analogues du PEF. Ils ont juste fait varier la chaîne carbonée. Donc, le PEF a 2 carbones. Ils ont également synthétisé du PTF avec 3 carbones et du PPF. Ils ont bien entendu constaté que la TG avait tendance à diminuer au cours du temps. Et lorsqu'ils ont fait des objets en PTF, ils ont constaté que ceux-ci présentaient des propriétés de mémoire de forme, puisque après avoir subi une contrainte mécanique, les objets avaient tendance à récupérer leur structure finale. Donc voilà, ceci clôture ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre.